la venue de la Covid-19, l'on parle peu du sida. Est-ce à dire que cette maladie n'existe plus ou bien elle ne fait plus peur comme avant? Cependant, doit-on se méfier encore de cette maladie vu l'avancée des choses? Focus sur sida, on en parlera aujourd'hui avec Dr Abdallah dans cette émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Bonjour. Nous vous conjurons en bas de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. Et je dis nous parce que je suis toujours en compagnie de DOH, Jacken et toute l'équipe technique. Bienvenue dans cet univers de joie, dans cet univers de bonheur où tous les sujets sont traités dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de madouze. Alors je suis que vous avez déjà remarqué mon petit mouchoir là. Bon, ouais, c'est ça. J'ai des lions dans la gorge et des éperviers dans les narines. Donc, ne sauf que souffrir aujourd'hui de me voir me titiller comme ça. Alors, comment vous allez? Oui, ça va super bien. J'espère de même chez nos téléspectateurs. C'est comme on l'a toujours dit. C'est toujours un bonheur pour nous, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, bien évidemment, quelle qu'en soit également la pression ou les différentes tâches aussi lourdes. Mais quand on se retrouve, bien évidemment, devant nos téléspectateurs, c'est une réalité, mon frère. C'est une réalité, c'est la vie. Et il y a ce dicton-là qui dit que la vie est un combat. Ouais. Voilà, la vie est un combat. Pourquoi c'est un combat? C'est pour dire sincèrement que c'est pas toujours facile, voilà, comme on le pense, mais on fait de son mieux. On fait toujours également ce que nous pouvons pour aller de l'avant. Et puis encore, Lynn, prompt rétablissement à toi. Merci Bonne beaucoup. Santé. Mais tu n'es pas la seule, hein. Ouais, c'est vrai, Jacken. Bonne santé également à Jacken. On essaiera de faire aller les choses. Il faut savoir que, bon, voilà, on est déjà lancé. Le jingle, il est lancé, donc nous allons conduire à mieux cette émission jusqu'à 13h. Donc j'espère que vous resterez les nôtres. Et d'ailleurs, même merci pour votre fidélité tous les jours du lundi au lundi. Vous qui êtes donc nombreux à nous suivre depuis les 4 coins du monde. Restez toujours alright. Merci de nous suivre des 4 coins du monde via le canal via le canal 254 du décodeur HD du bouquet Canal Plus et aussi via la plateforme TNT, sans oublier les réseaux sociaux parce que nous sommes en live simultanément sur la page Mac12 Twi TV, aussi la page Twi TV, la télévision interactive. Et c'est toujours un bonheur pour nous d'être en direct des locaux de votre télévision préférée, la télévision interactive, la numéro 1. Alors, aujourd'hui, c'est un autre jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de toucher du doigt un sujet très sensible, un sujet qui intéresse forcément. Il s'agit du sida, du VIH-sida. On sait bien que depuis 2019 voire 20, on en parle de moins en moins, en tout cas, on médiatise de moins en moins le VIH-sida. Et ça dit que ça ne doit plus nous inquiéter. Et c'est-à-dire qu'on ne doit vraiment plus avoir peur de cette maladie. Surtout qu'en France, en Europe, on commence à partager gratuitement les préservatifs. Est-ce qu'il faut vulgariser cette maladie? Il ne faut plus s'inquiéter. Est-ce qu'ils ont trouvé un remède? Surtout quand on voit des commentaires sur nos pages Facebook, grands guérisseurs qui soignent le sida, tout ça. Est-ce que cette maladie-là n'est plus incurable comme on le prétend, mais comme on nous a toujours dit? Bon. On aura la réponse aux lèvres de Dr Abdallah, notre slammer docteur qui sera avec nous. Et justement, il est déjà chaud bouillant, il est prêt, sort. On l'installe maintenant. Pa para para pa, sambudam nakibe. Pa para para pa, fora tu para pa. Mam na imam sandata, yeah.
tek no sweet een patat lam Dara tebo Adnim banra ne son tour afan Dara sebo Mam doga ne lambisi Nam mana wana mami Mam chidia mam kumya mam summiye mam pazi Tu me el chin malgam Kata la pus win barka Sa mankati bunda kai Iterave Saya boba yo ton baudam Buena manti ton kapam Wen konta me wen kita Iterave Al wen kabada yam salim Pa Mami gundum dara Pa Om budam na chibe Pa Fora tu parata Mam na imam sandata Mam na imam sandata Fora tu parata Mam na imam sandata Fora tu parata Mam na imam sandata Sumo aya wimo kai katilai Na ilontir kamara wa banglo lim lagani Basaya gando bofla Titon nonga na nkine Bas beba titon adis no widi Am tuma Amandam pangteka Mambuda Mampenga fatigama Mampawa nang demi Mam 50 minutes d'explication. Il y a le sida dans la cité. Est-ce que le sida est là encore dans la cité? Vous suivez le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Aujourd'hui, nous parlons du VIH-Sida avec Dr Abdallah, maintenant dans l'instant gras. Salut, docteur Abdallah. Bonjour. Comment vous allez? Merci, ça va bien chez vous. Super, Dieu merci. Merci bien. Alors aujourd'hui, avec vous, nous parlons du VIH-Sida. Mais honnêtement, docteur, est-ce que ça existe encore, le sida? Sincèrement, est-ce que... Vous voyez un peu, est-ce que ça fait... Est-ce qu'on doit encore se méfier de cette maladie? Bien sûr, c'est une maladie qui existe toujours, pour laquelle il n'y a pas encore de vaccin. Donc il faut vraiment s'en méfier parce qu'une fois qu'on la contracte, jusqu'à preuve du contraire, on n'en guérit pas pour le moment. Donc elle existe bel et bien, il faut en faire attention. Ah, d'accord. Ouais. Alors avant de revenir à vous, j'ai oublié, j'ai sauté une petite partie. Les garçons, quand est-ce que vous avez fait votre test de dépistage la dernière fois? Oh, pour moi, non, mais c'est pas un secret. Pour moi, il y a 6 mois. 6 mois. Ouais, je sais pas si c'est recommandé, mais ça fait quand même un peu longtemps. D'accord. Bon, 6 mois, voilà. Dis-oui, tu sais que c'est quand ta femme est enceinte. Exactement. Non, bien avant que je parte à la mairie. Voilà, bien avant que je parte à la mairie, parce que c'est inclus, on le demande. Voilà, donc il y a tout un bilan de santé qu'il faut faire. Donc depuis ce jour, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Alors que ta fille a combien? Un an? Un an. Non, avant, donc, ça fait plus de 2 ans. Oui, ça va plus de 2 ans. Tu n'as pas encore fait. D'accord. Je me marie en 2021. C'est ça. Voilà. Ok. Donc après vous, je vais vous revenir à vous pour savoir pourquoi, par contre, vous avez peur de faire votre test de dépistage. On va le savoir tout à l'heure puisque c'est Djewech qui sera chargé de me donner votre réponse. Alors, docteur Abdallah, pourquoi ce n'est plus assez médiatisé comme avant? Et pourtant, c'est médiatisé par les structures en charge du VIH parce qu'il y a un programme vertical qui est là, qui s'occupe du VIH. Mais seulement, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres maladies qui ont émergé, qui prennent l'actualité et qui font qu'on a l'impression qu'on n'en parle plus. Et souvent même l'impression que ça n'existe même plus d'ailleurs, alors que la maladie existe bien. Et les structures qui sont chargées de la lutte contre le VIH continuent toujours d'en parler quand même.
Mais comme il y a eu d'autres maladies émergentes qui sont là, c'est venu partager la communication, avec on communique on sent qu'on communique de moins en moins sur cette maladie. D'accord. Est-ce que le budget, je dirais, octroyé pour les personnes atteintes du VIH est le même? Étant donné que d'autres maladies aujourd'hui sont venues partager la communication, on suppose qu'ils ont partagé aussi le budget. Sur ce budget, je ne pourrais pas vraiment me prononcer parce que je n'ai pas une idée. Ce qu'il faut dire, il y a des organismes au niveau international qui soutiennent les pays qui sont le plus touchés par le VIH. Et il y a des programmes, bien sûr, l'ONU-SIDA, par exemple, qui soutient la lutte contre le VIH, par exemple. Et je n'ai pas une idée sur leur budget, mais je sais qu'il y a des stratégies qui sont mises en place actuellement, qu'on appelle la stratégie 90-90-90, qui est mise en place actuellement, qui est financée, qui vise à réduire le VIH d'ici 2030 d'une certaine proportion. Parlons de réduction, on peut estimer que nous sommes à combien de pourcents en termes d'atteinte du sida au Burkina Faso? Au Burkina, je sais qu'en 2014, chez les chiffres de 2014, nous étions à 0,9%, autour de 110 000 personnes quand même qui sont touchées par le VIH, avec un visage quand même féminin. Beaucoup plus les femmes qui sont touchées par le VIH dans la proportion que nous avons pour les données 2014. Ok. Oui, allez-y les garçons, allez-y. Oui, alors vous avez donné un chiffre tout à l'heure. Vous avez dit que d'ici 2030, ONU-SIDA compte éradiquer le VIH-SIDA. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'interprétation? Éradiquer, c'est trop dit parce que la politique actuellement, c'est la loi des 90-90-90. Ça veut dire que 90% de la population a fait son dépistage. 90% des personnes VIH positives sont mises sous traitement. Et 90% de ceux qui sont mis sous traitement ont une charge virale indétectable. Ça veut dire que le traitement est efficace sur 90% des personnes qui sont mises sous traitement. Donc c'est la loi des 3,90. Et avec cette stratégie, on espère quand même venir réduire au maximum le VIH d'ici 2030. Avec cette loi réduire au maximum. C'est-à-dire que le virus est toujours là, mais on ne va plus contaminer. Oui, on ne va plus contaminer. Maintenant, ceux qui ont été contaminés, eux, ils vont vivre avec sans souci de santé. Voilà pourquoi on dit toute la population doit faire son dépistage, donc on doit pouvoir dépister 90% de la population. Et parmi ceux qu'on a dépistés qui sont VIH positifs, il faut qu'on puisse mettre 90% sous traitement. Il y a des gens qui sont positifs, mais qui ne prennent pas de traitement en fait. C'est ça. Ce qui fait qu'ils sont toujours contaminants. Vous voyez un peu. Et ceux qui sont mis sous traitement, le traitement doit être efficace à au moins 90%. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'assure que 90% des personnes qui ont le VIH ont une charge virale indétectable. Donc voici à peu près la politique qui est mise en place actuellement. D'accord, D-Wage, tu avais une question? Alors, docteur, ma question c'est, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le VIH et le sida? Si oui, laquelle? Disons que le sida est une évolution du VIH. Le VIH, on peut l'avoir sans avoir des symptômes. Il y a différents stades en fait, en fonction de comment comment l'infection est assez grande dans l'organisme. Et le sida, c'est le dernier stade du VIH. Quand on a le VIH, il y a souvent ce qu'on appelle la primo-infection, ça veut dire l'infection récente. Il y a plusieurs stades. Et le sida est le dernier stade de l'évolution du VIH. Et à ce stade, malheureusement, on perd les patients. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de différence comme ça. C'est juste une évolution. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les signes du sida qui prouvent qu'on a le sida? Je pense qu'il faut faire la différence déjà. Comme je disais, le sida, c'est un stade. Ok, d'accord. Et à ce stade, il y a des symptômes. Vous allez voir une personne qui fait une diarrhée qui ne finit jamais. Vous allez voir une personne qui a une toux chronique. Vous allez voir une personne qui a perdu complètement de poids. Vous allez voir une personne qui n'arrive plus à manger, qui est complètement fatiguée, qui est complètement finie, si on peut dire. Parce qu'en fait, au stade de sida, ce n'est même pas le VIH qui traumatise la personne, mais ce qu'on appelle les infections opportunistes. C'est-à-dire les maladies qui, normalement, une personne en bonne santé ne peut rien faire à cette personne-là. Une personne qui a le VIH contracte ces maladies-là. Par exemple, lorsqu'on prend la tuberculose comme ça, c'est une maladie opportuniste qui peut tuer une personne qui a le VIH. Lorsqu'on prend souvent la toxoplasmose cérébrale, c'est une maladie qui peut tuer une personne qui a le VIH à un stade bien sûr avancé qui est le sida. D'accord. Oui, alors, ces symptômes-là, on les rencontrait beaucoup dans les années 90, mais de nos jours, mais c'est incroyable. Voilà pourquoi certaines personnes se posent la question, mais est-ce que ça existe toujours? On dit que oui, il y a un pourcentage de personnes atteintes, mais on ne voit plus, on ne voit plus ces personnes-là. Parce qu'en fait, le VIH est asymptomatique la plupart du temps. Ça veut dire lorsqu'on a le VIH, on ne manifeste pas de symptômes comme ça.
Maintenant, avant, dans les années 90, comme vous le disiez, il n'y avait pas de traitement comme ça. On n'était pas vulgarisé. Lorsqu'on découvre le VIH chez une personne, c'est au stade du sida dont je parlais. C'est déjà déclaré. C'est déjà déclaré au stade du sida, dont les symptômes se manifestent. Mais actuellement, le traitement est vraiment vulgarisé. Les gens font les diagnostics, les gens prennent le traitement, à tel point que la maladie est asymptomatique. Ça veut dire que les symptômes ne sont plus visibles comme ça, parce qu'on n'est plus à ce dernier stade de sida. Les gens prennent le traitement et se portent bien, et on ne peut même pas savoir que la personne a le VIH. Mais quand on dit que la maladie est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les symptômes, mais en ce moment, on peut contaminer toujours. Bien sûr qu'on peut contaminer toujours. D'accord. Alors, où se trouve généralement le sida dans le corps? C'est comment je vais. Il se positionne. Il se positionne. Oui, mais... Le sida, on va dire, le VIH, on va parler de VIH, oui, pas de sida. VIH, le sida, c'est le stade de la D'accord, maladie. voilà, on va parler du on parle VIH. du virus beaucoup plus. Le virus se trouve dans toutes les, on va dire quoi, les liquides biologiques, c'est un liquide biologique en fait de l'organisme, que ce soit dans le sang, que ce soit dans le sperme, que ce soit dans les sécrétions vaginales, voilà, que ce soit dans le lait maternel par exemple. Voilà, le VIH peut se trouver dans tous ces liquides biologiques là. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fait que ce sont les femmes qui sont le plus atteintes, surtout au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cela? Normalement, ce sont les hommes qui donnent. Ce sont eux qui devaient être... Non, les hommes ne donnent pas le VIH. Ah, d'accord. Une femme peut donner le VIH à un homme, tout comme un homme aussi peut donner à une femme aussi. Mais vous savez, souvent, le VIH, malheureusement, est une maladie de la pauvreté souvent. Et vous allez voir souvent que beaucoup de femmes, malheureusement, pour cause de pauvreté, ça donne à certains hommes, bien sûr, souvent sans se protéger. Et vous allez voir aussi que la prostitution, quoi qu'on dise, a un visage féminin. Et tout ça sont des facteurs quand même qui expliquent un peu pourquoi cette frange de la population est beaucoup plus touchée par le VIH, parce qu'elle est beaucoup plus vulnérable à cause de la pauvreté et beaucoup plus vulnérable à cause de la prostitution, bien sûr. Alors, est-ce possible de savoir qu'on a le VIH sans faire un test de dépistage? Non, c'est le test de dépistage qui permet de confirmer, de faire le diagnostic de VIH. On peut avoir des symptômes qui font penser à ça, mais ce ne sont pas des symptômes typiquement VIH. Par exemple, une personne qui par exemple, quand on parle de ça de pneumo-infection, au tout début, on peut avoir des signes comme de la fièvre, comme des céphalées, comme des ulcérations au niveau de la bouche, et comme des éruptions cutanées, des boutons sur la peau. Mais vous voyez, beaucoup de maladies peuvent avoir ces mêmes symptômes-là. Lorsqu'on voit ces symptômes, on peut évoquer plusieurs hypothèses, y compris le VIH. Mais c'est le test qu'on va faire qui viendra confirmer ou infirmer notre diagnostic en fait. Justement, parlons de tests. Aujourd'hui, on retrouve des tests maison, des petits tests comme les tests de grossesse. Est-ce qu'ils sont fiables? Ils sont fiables, mais leur degré de fiabilité est beaucoup moins par rapport aux tests qu'on fait dans les laboratoires. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans les laboratoires, pendant le résultat, justement, pourquoi à chaque fois les médecins aiment dire... dans le discours, vous donnez le résultat. Moi, je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de la méthodologie au fait d'annonce? Le petit échange qu'on a avec le docteur, c'est-à-dire que vous savez, chère demoiselle, si vous avez le sida aujourd'hui, il y a une ONG. Il y a le petit discours pour nous tuer là. Est-ce que c'est nécessaire? Qui frise directement à dire que vous êtes atteint. En réalité, on appelle ça le counseling. Et il est obligatoire. On parle de counseling avant le test et même après le test. Parce que quand on fait le test de VIH, on a 3 résultats possibles. Il peut être négatif, il peut être positif, il peut être indéterminé. Voilà. Ah, d'accord. Indéterminé, ça veut dire peut-être qu'il y a eu un problème et qu'il faut refaire le test après. Il faut déjà que la personne sache quelles sont les issues possibles de son examen. Et quand c'est négatif, on va lui dire quelles sont les méthodes qu'il peut faire pour se protéger. Mais c'est surtout quand c'est positif le problème. Parce que lorsque vous ne préparez pas la personne à l'annonce d'une telle nouvelle, une maladie à vie, une maladie sexuellement transmissible, une maladie où dans les années 80-90, quand on voyait une personne qui a le VIH, elle est discriminée, il y a beaucoup de choses. Il faut préparer la personne à recevoir cette nouvelle-là. Pour le faire comprendre déjà qu'actuellement, la maladie n'est pas une fatalité, qu'il existe un traitement et qu'on peut vivre avec la maladie. Et qu'on peut même avoir des enfants avec la maladie. Parce que souvent, les gens, quand on dit que tu as le VIH, tu vois tellement tes projets de vie qui sont foutus en fait. Donc il faut déjà préparer la personne pour que même si le résultat est positif, il puisse savoir que non, en fait le médecin m'a donné des alternatives ou des solutions que je peux appliquer. Et la personne facilement accepte le résultat. Et il y a le counseling après le test. Lorsqu'il est positif maintenant, on dit à la personne effectivement, comme ce que je vous avais dit avant le test, ça pourrait être négatif ou positif, mais pour vous c'est positif. Mais voici les éventualités que vous avez devant vous.
donner tous les conseils en fait pour que surtout la vie après le VIH, c'est important. Une personne qui a le VIH, qui n'accepte même pas qu'il a le VIH, il y a des gens qui ont ça, qui ont le déni de la maladie. Ils disent non, c'est pas possible que moi j'ai la maladie. Il peut sortir, contaminer d'autres personnes. Vous voyez un peu, mais lorsque vous l'amenez avec le counseling à accepter sa maladie, à attendre de prendre le traitement, vous allez voir que la chaîne de contamination peut être brisée. Mais si la personne n'accepte pas ça, elle va sortir et dire non, c'est faux, le bilan n'est pas bon, la personne n'est pas bon. Il va contaminer beaucoup de personnes avant de se rendre compte qu'effectivement, il est malade. Donc c'est important qu'on parle avec la personne avant et après le test. Alors, est-ce que quelqu'un qui fait déjà la maladie, tout à l'heure vous avez dit que s'il prend ses médicaments, il peut ne pas contaminer les autres. Mais est-ce qu'il peut ne pas contaminer l'enfant? Vous voyez un peu qui l'aura. Pour l'enfant, puisque c'est une question de sang. Pour l'enfant, ça dépend en fait. Ça dépend de quel parent est VIH. D'accord. Voilà, parce que par exemple, lorsqu'on prend un couple, lorsque le monsieur a le VIH et la femme n'a pas le VIH, déjà c'est compliqué de pouvoir enfanter. On dit compliqué parce que c'est compliqué de faire des rapports sexuels sans contaminer la femme qui est déjà négative. Ok. Donc, ce qu'on fait souvent pour que le couple puisse enfanter, on fait souvent ce qu'on appelle, entre guillemets, un lavage de sperme. En fait, ça permet de séparer en fait les différentes consistances du sperme. Ça veut dire le sperme transmet la maladie, mais pas le spermatozoïde lui-même. D'accord. Donc, on peut faire des rapports sexuels protégés. Et maintenant, on prélève le sperme maintenant pour faire ce qu'on appelle un lavage, pour enlever le spermatozoïde à part, pour faire une insémination, qu'elle soit artificielle ou bien in vitro. Là, ils peuvent enfanter sans qu'il y ait un problème. Mais lorsque c'est la femme maintenant qui a le VIH, la femme peut contaminer son enfant à travers la barrière, à travers le placenta bien sûr, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Voilà pourquoi on donne un traitement à la femme qui permet de réduire la quantité de VIH dans le corps, à tel point que souvent ce n'est pas contaminant pour l'enfant. D'accord, voilà. Ok. Alors docteur, est-ce que quand on dit qu'on est séropositif, ça veut dire qu'on a le sida? Non. Ça veut dire qu'on a le VIH. Ah d'accord. Le sida c'est une évolution de la maladie. C'est comme quand on parle de paludisme grave. Le sida c'est le stade le plus grave du VIH. Okay. Donc on peut juste avoir le VIH sans avoir le sida? Bien sûr, sans problème. L'évolution. Mais est-ce que le VIH, lui, il disparaît à la suite ou non, bien il ne disparaît pas. Donc si tu as le VIH, VIH à vie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Ok. Bon, on va peut-être... La maladie a évolué. On est au stade du sida. Oui. Voilà, on est au stade du sida. Est-ce que quand on dit que, par exemple, que j'ai attrapé le sida, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Il y a beaucoup plus de chances de mourir au stade du sida. Ouais. D'ailleurs, beaucoup plus. Bon, pas de chances, vraiment des risques de mourir au stade du sida. Parce que environ 80% de ceux qui arrivent au stade du sida, malheureusement, on ne peut plus les récupérer. Voilà pourquoi le traitement a pour but d'empêcher l'évolution vers ces stades-là. Le traitement n'a pas pour but d'éliminer la maladie, mais il a pour but de réduire la quantité de VIH dans le corps et d'empêcher l'évolution vers les stades de VIH et d'empêcher que des maladies opportunistes ne puissent attaquer l'organisme. Voilà à peu près. D'accord. Alors, docteur, avant de venir pour terminer avec les conseils pour, on va dire, prévenir, étant donné que nous ne pouvons pas guérir du sida, nous allons aller pour la question qui cloche, savoir pourquoi, essayer de comprendre pourquoi nos MAC12 certains MAC12 ont peur de faire les tests de dépistage. Dioïchi. Alors, certainement, toujours avec la complicité de la réalisation, on va certainement lire le commentaire de nos différents MAC12. Déjà, le thème, c'est j'ai dit pourquoi tu as peur de faire ton test de VIH-Sida, comme tu nous posais la question d'entame de cette émission. Alors, pourquoi ici on a peur de faire le test du VIH? On a la réponse de M. Soro Aruna qui dit je ne veux pas que les gens, ceux qui sont devenus médecins par relation et non par leurs compétences, mettent sur ma santé. Bon, c'est une façon de dire qu'il peut ne pas peut-être avoir ici le VIH ou encore le sida. Mais pour lui, ils vont mentir sur sa santé. Voilà, ils vont mentir certainement sur sa santé. Voilà, ils vont douter les compétences du médecin. Je pense que c'est de l'humour. Alors, nous allons poursuivre avec le message de M. Kalilou Napon qui dit « J'ai peur car je n'ai pas contrôlé
mais je sais pas concrètement ce qu'il veut il n'a pas pris ses précautions, donc il a peur d'aller faire son test. D'affronter d'accord. Comment on appelle, lui dit qu'il a. C'est une façon de dire qu'il n'est pas sérieux en fait. Voilà. Il n'est pas sérieux, il ne s'est pas protégé ou il sort encore avec beaucoup de partenaires. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Le message de Ali Touré qui dit j'ai fait ça quand j'étais dans le coma. Sinon, ça veut dire lui, il n'est même pas du tout prêt à aller faire son test de VIH. Voilà. On va poursuivre certainement avec un autre commentaire. Ciaro 226 qui dit à cause de l'adage qui dit je cite, celui ou celle qui cherche finit par trouver tôt ou tard. À force d'aller faire ton test, tu peux avoir le sida là-bas. Sinon, en fait, l'ignorant, là, il vit en paix, il doit être tranquille, il ne sait pas qu'il y a quelque chose. Je vais emprunter les mots de notre artiste Flo Manboy qui dit que le gars où vit à l'aise sans complexe. Le gars où vit à l'aise, si toi-même tu vas te chercher, tu vas trouver là-bas. Peut-être on va lire un dernier commentaire. Clément Nian qui dit j'ai pas confiance à mon coiffeur. Pour dire que peut-être le matériel utilisé chez le coiffeur ne sont pas vraiment sécurisés et tout. Donc, en fait, c'est pas lui qui n'est pas sérieux, voilà. C'est le coiffeur qui n'est pas sérieux. Lynn, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On peut lire un dernier commentaire. Un dernier commentaire avec la complicité de l'organisation toujours. S'il y a en commentaire. Lionel Badi qui dit que c'est quelle maladie quand tu ne connais pas ton statut, tu vis bien et à l'aise. Mais dès que ton résultat sérologique est positif et tu es informé, tu commences à dépérir tout seul. Je pense que le docteur l'a évoqué ici. On sent ici un véritable déni même du dépistage. Tout le monde, personne ne veut faire le dépistage. Pourquoi? Comment ça s'explique? Non, en fait, par exemple, si on dit d'aller faire un test de palu, on le fait. Oui. Parce qu'on sait qu'on peut guérir de ça au bout de 3-4 jours. Exactement. Oui. Voilà. Mais une maladie dont on sait qu'on ne peut pas en guérir et qu'on sait que ça peut affecter même notre progéniture, en fait, les gens ont peur d'être face à la réalité. Ils préfèrent ignorer, vivre comme ça et mourir un jour que d'avoir... Parce que le problème, c'est comme il a dit, il y a le contexte psychologique qui est là. Voilà pourquoi c'est important de faire le counseling. Celui qui a le VIH, par exemple, et à qui on n'a pas fait de counseling, et qui va avoir ce qu'on appelle des troubles psychiatriques, bien sûr, dû à cette maladie, peut facilement mourir plus vite que celui qui ne connaît pas son statut, par exemple. Mais le counseling va permettre de dire à la personne, en fait, ce n'est plus une fatalité. Vous pouvez enfanter avec cette maladie, vous pouvez vivre avec cette maladie, le rassurer au maximum. Et lui faire savoir que le fait qu'il ait découvert son statut même, le protège beaucoup plus que s'il ne connaissait pas son statut. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur parce qu'une maladie à vie, c'est pas simple. Mais même pas lui tout de suite, on va le faire. Parce qu'on sait qu'en 3 jours, 4 jours, on peut en guérir et puis la vie continue. Oui, voilà. Je pense que c'est ce sur quoi il faut insister. Parce que quand tu connais ton statut, tu peux prendre mieux soin de toi pour vivre encore plus loin, voilà, plus longtemps que quand tu ne connais pas et que bon, voilà, on arrive au stade vraiment du sida. Donc je pense que les gens doivent comprendre ça. Quand tu sais que tu es séropositif, aujourd'hui, le sida n'est plus une fatalité. Ça, c'est clair. C'est bon, on arrive, il y a des méthodes palliatives. Voilà. D'accord. Donc, pas pour guérir, mais pour atténuer, j'allais dire, la substance de la maladie dans ton corps. Donc, quand tu sais que tu portes la maladie, tu peux vivre encore longtemps. Mais quand tu ne sais pas, c'est compliqué. Quand ça se déclare, bon, on est en phase finale. Justement, docteur, la durée de vie d'un sidéen. C'est ça même qui fait peur là, quand tu dis la durée de vie, changer les expressions. C'est difficile à expliquer. Par exemple, une personne qui a le VIH peut vivre aussi longtemps qu'une personne qui n'a pas le VIH s'il est sous traitement. Mais une personne qui a le VIH, qui est arrivée au stade de sida, malheureusement, la durée de vie n'est pas longue. Je ne me rappelle plus trop des statistiques, mais je pense que 80% n'excèdent pas 10 ans. D'accord. Quand on arrive au stade de VIH. On parle réellement du préservatif, utiliser le préservatif. Honnêtement, est-ce que le préservatif nous préserve réellement du VIH-Sida? Le préservatif, c'est le meilleur moyen parce qu'il nous protège non seulement du VIH, mais aussi d'autres infections, mais aussi des grossesses non désirées. Maintenant, c'est pas à 100%. Je pense qu'on parle de 97%, 98%, ça veut dire que ce n'est pas à 100%. Et ça dépend aussi de comment on l'utilise, bien sûr. Le préservatif, il y a une manière d'utiliser que lorsque ce n'est pas respecté, forcément, vous pouvez vous contaminer. Mais c'est le meilleur moyen, bon, on va dire que c'est le deuxième meilleur moyen, après l'abstinence, bien sûr. Après l'abstinence, bien sûr, je veux dire. D'accord. Donc, après l'abstinence, le préservatif, il n'y a pas d'autres moyens pour se préserver du La fidélité, par exemple. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen aussi, la fidélité aussi. D'accord. Avoir un seul partenaire, faire son... Et les antiviraux Les rétroviraux? Oui, les rétroviraux. Les ARV?
Oui, actuellement, il y a des pays qui expérimentent certains ARV qu'on prend et ça nous protège. D'accord. C'est-à-dire on peut prendre et puis faire des rapports sexuels non protégés avec une personne qui a le VIH sans être contaminée. Mais ce n'est pas ici. Ça veut dire que c'est une expérimentation dans d'autres pays plus développés que ici. Sans être contaminé, oui, et non pas sans contaminer. Oui, en fait, c'est comme si c'était un moyen de protection que la personne a pendant une certaine période, bien sûr, un certain nombre de jours, que la personne peut faire des rapports sans se contaminer du VIH. D'accord, on va terminer alors, avec toi. Nous sommes au Burkina, nous ne sommes pas sans ignorer forcément que nous avons pas mal de moustiques. La question va paraître un peu en griffe, un peu bête, mais bon, il faut que je la pose. Je suis piqué, un moustique pique par exemple une personne qui est séropositive. Et ce moustique-là vient, il me pique. Est-ce que je risque de me faire contaminer? Heureusement que non. Sinon, on allait avoir les mêmes proportions que le paludisme aussi pour le VIH. Voilà, ça veut comment on explique ça, docteur? c'est le sang, c'est le même sang. Non, attention, quand les moustiques nous piquent par rapport au paludisme, ils nous transmettent ce qu'on appelle le plasmodium. Et c'est le plasmodium maintenant qui peut nous infecter du paludisme. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les méthodes décrites, le VIH-Sida se transmet que par les rapports sexuels, à travers le sperme bien sûr, les sécrétions vaginales, de la mère à l'enfant à travers la barrière placentaire que ça va traverser, à travers le lait et par le sang. Et quand on dit sang, c'est quoi? C'est par exemple lorsqu'on fait une transfusion sanguine ou lorsque une personne se coupe. Par exemple, lorsqu'on échange des produits, je veux dire quoi, tranchants, comme il parlait de son coiffeur, ou bien sûr les toxicomanes qui utilisent souvent des seringues qui s'échangent. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les méthodes, les moyens de transmission de VIH comme ça. Les moustiques n'en transmettent pas. D'accord. En tout cas, merci, Donc docteur. les animaux non plus. Les animaux? Oui. Non. Mais il faut savoir que selon l'historique du VIH, ce sont des singes qui ont transmis le VIH à l'homme. Ah, d'accord. Voilà, selon l'historique du VIH. Ça veut dire, ceux qui font ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est la zoophilie ou quoi, je ne sais pas, tous ceux qui ont des rapports sexuels avec des animaux, bien sûr, parce que ça existe, ou des hommes qui ont ça, lorsque l'animal est infecté, on peut aussi s'infecter sans problème. Mais par exemple, manger de la viande qu'on a payée, qu'on a cuit, préparée pour manger, non, ça. Oui, maintenant, se forme mordre par un animal, je ne sais pas. Griffé. C'est ça que tu veux savoir, non? Oui, on peut être contaminé par la rage, mais alors l'animal, par exemple, je ne sais pas si l'animal porte un truc quelconque. Non, il faut savoir que tout échange de sang peut entraîner le VIH. L'animal, lorsque l'animal a une partie découverte, par exemple une plaie sur sa peau, et que cette plaie est en contact avec votre peau, où il y a aussi une plaie aussi, où il y a un échange de sang, vous pouvez avoir le VIH sans problème. Et d'autres maladies encore. Même pas l'animal, même les hommes. On dit souvent un homme et une femme qui s'embrassent, lorsqu'il y a des plaies sur les lèvres, il peut y avoir un échange de sang et peut entraîner le VIH par exemple. Ok, d'accord, docteur, voilà qui est bien dit. Alors, docteur, depuis lors, cette année, on n'a pas eu droit à musique sur le ramadan. Oui. Il n'y a pas encore de projet là-bas, santé pour nous? Oui, j'ai un projet qui doit sortir le 14 mai, en collaboration avec Amity Meria et Maria Bissongo, qui doit sortir le 14 mai, et jour de la fête de la mère. Et ce projet porte sur le cancer du sein. Cancer du sein. Voilà. Ah, d'accord. Cette année, vous avez fait fort. Vous Voilà. avez décidé de quitter un peu les grossesses, les accidents de route, en allant le cancer du sein cette Voilà. fois-ci. D'accord, docteur Adala, merci beaucoup. Et puis j'adore au passage vos petites vidéos, les petites capsules que vous faites sur Oui. YouTube. C'est vraiment Sur bien. YouTube, Ok, merci beaucoup. pour sensibiliser la population, c'est pas mal de En tout cas, merci ça, beaucoup merci d'être d'avoir passé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivi la première partie. L'émission se poursuit. Mais cette fois-ci, changement de cadence. Nous allons découvrir un métier assez particulier. Un petit univers. Or, non, là-bas, je ne pense pas. Est-ce que là-bas, ils pourront avoir le sida? Non. Non. On dit le sida est dans la cité, donc. Ouais. Merci, allez. Pendant que M. Doyanik s'installe pour nous expliquer son parcours, nous expliquer son métier, on vous laisse en compagnie de ce délice musical qui édifie, qui lutte contre le sida. Depuis son apparition, l'épidémie du sida a fait des millions de morts. Alors nous devons croire à son existence et sachant qu'elle n'a pas de frontières ni de couleurs. Alors ensemble, mobilisons-nous pour la lutte contre le sida. Ton frère est zéro positif. Ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne
le fuis pas. Si ta sœur est zéro positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Je ne sais pas, je l'ai prêté. Chérie, Coco Accident. Je ne sais pas, je l'ai touché. Coco Accident. Je ne sais pas, je l'ai touché. Aïe, Jacqueline. Bundocoxy, on peut. Blénorragie, on peut soigner. Syphilis, on peut. Chaud de pisse, on peut soigner. Bundocoxy, on peut. Chancre mou, on peut soigner. Sida. Y'a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Y'a le sida, sida dans la cité. Le métier d'ingénieur support technique est à l'honneur pour cette fin d'émission. On en parle aujourd'hui avec M. Do Yannick, maintenant dans l'instant guest. Bonjour Monsieur Yannick. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci de me recevoir. C'est un plaisir partagé en tout cas. Alors, avec vous, nous allons découvrir le métier d'ingénieur support technique ou Technico-commercial. Technico-commercial. Oui. Ok. C'est pas courant, c'est pas fréquent par ici. Hein. C'est pas courant en fait, le terme, mais en fait c'est très courant. Donc, pour vous expliquer assez rapidement, ce que je fais, c'est que je m'assure à ce que les clients qui commandent quelque chose reçoivent ce qu'ils ont commandé techniquement. C'est-à-dire que si je vais par exemple sur un site, par exemple comme AliExpress ou Alibaba, Oui, par exemple. vous assurez le transfert. Bon, là c'est la logistique pour entrer un peu dans les détails. D'accord. Mais si je prends votre exemple en fait, AliExpress, donc vous commandez sur AliExpress, par exemple un maquillage, un rouge à lèvres. Donc vous voulez un rouge à lèvres rouge, vous recevez un rouge à lèvres noir. Donc techniquement, c'est pas bon. D'accord. Donc c'est ce genre de métier qu'on appelle ingénieur technico-commercial. Après, ça j'ai pris un exemple, votre exemple, mais l'ingénieur technico-commercial travaille avec beaucoup de personnes en fait. Il va travailler avec des account assistants par exemple, donc des assistantes qui vont s'assurer justement que le rouge à lèvres est de bonne qualité et en fait quand il y a des problèmes techniques au niveau de la fabrication, moi derrière j'assure en fait que le problème ne se reproduise pas. Ok. Cependant, quelles sont les qualités requises qu'il faut avoir pour être un ingénieur technico-commercial? Alors, les qualités, je pense que tout le monde peut être ingénieur technico-commercial. Alors, moi, je pars du principe que quand on veut quelque chose, on peut l'atteindre. Ça, il n'y a aucune barrière. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'abord écouter le client. Parce que moi, j'ai souvent des clients qui m'appellent et qui ne sont pas contents et qui crient et qui sont mais vraiment désagréables au téléphone. Mais très souvent, en fait, il faut les écouter, aller les voir, discuter. Et parfois, on a même besoin de rien faire parce que le problème se résout tout seul, en fait. Donc, c'est ce qui est important. Donc, d'abord, la première qualité, c'est l'écoute. Écouter et être patient. Donc, voilà. D'accord. Et la formation que vous avez eu à faire pour faire ce métier? Alors, moi, d'abord, j'ai eu un parcours, on va dire, typique et atypique à la fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bon, j'ai fait mes classes, en fait, ici au Burkina. Donc, j'ai d'abord fait... j'ai fait le primaire ici, ensuite j'ai fait Toussiana. Après, ensuite, j'ai été en France, donc quand j'étais au lycée. Et après mon lycée, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur. Et après mon école d'ingénieur, j'ai fait un doctorat. Et après, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la recherche où il fallait que je trouve des solutions innovatives pour améliorer pas mal de choses. Et après ça, j'ai eu un peu marre, en fait, parce que bon, la recherche, ça fait un peu rat de laboratoire. On est tout le temps, en fait, pour caricaturer un peu. Donc, j'ai voulu, en fait, avoir le contact avec le client. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé ce métier, où, en fait, il faut connaître techniquement le produit. Et c'est là, en fait, où mon parcours d'ingénieur et mon parcours, en fait, au niveau de la recherche m'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi le côté, comme je disais, l'écoute, la patience. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Donc, au fur et à mesure. Et il faut combien de temps, on va dire, sur 5 ans, 6 ans, pour maîtriser toutes les aptitudes de ce domaine? Ça, c'est vraiment en fonction des gens. Alors, moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est que je n'ai jamais redoublé.
Ok. Donc, j'ai fait, après mes études d'ingénieur, j'ai fait mon doctorat en 3 ans. Donc, ça a été une chance pour moi. Donc, techniquement, au bout de 8 ans, j'avais mon doctorat et après, j'ai pu faire ça assez facilement. Mais dès que vous abordez en fait le métier, je pense que si vous êtes à l'écoute du client, il vous faut quelques mois, 1 à 2 années pour vraiment maîtriser en fait le sujet. Et qu'est-ce qui est plus avantageux, travailler à son compte ou pour une entreprise? Les deux sont assez avantageux en fait. Pourquoi? Bon, moi aujourd'hui, je travaille pour une entreprise. Je travaille pour, je ne sais pas si je peux dire le nom. Bon, pour une grande entreprise au Burkina ou ailleurs? Non, ailleurs. Okay. C'est la plus grande entreprise au monde qui fabrique de l'acier en fait. C'est ArcelorMittal. D'accord. Ils ne sont pas présents au Burkina aujourd'hui, mais c'est le leader mondial de la sidérurgie. C'est vraiment une méga entreprise. On est plus de 200 000 dans le monde. Donc ça, c'est un gros avantage parce que quand on arrive chez le client, il y a le passif de l'entreprise avec nous. Ah, d'accord. Donc du coup, on se présente comme représentant de l'entreprise. Et ça aide beaucoup. Mais dans le même temps, parce que c'est une énorme entreprise, les gens s'attendent à ce que s'il y a un problème, vous payez. Ah, d'accord. Alors, est-ce que ce métier-là, vous pensez qu'un jour, il sera valorisé au Burkina Faso? Il doit être valorisé parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au Burkina, les gens sont de plus en plus en contact avec les clients. Donc, si je peux caricaturer, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand il y avait quelque chose, les gens venaient construire des trucs à la maison. Quand on n'est pas content, ils disent, bon, c'est pas grave, ils font quand même. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit vraiment les gens qui sont énormément en contact avec le client. Ils écoutent, ils essaient de savoir qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et donc, certes, ce n'est pas formalisé aujourd'hui, mais je pense que de plus en plus, on aura des gens qui vont se spécialiser là-dedans. D'accord. Alors, vous savez que je suis une femme. Moi, vraiment, vous avez fait un beau discours. Hein. En tant qu'une bonne femme, c'est l'argent qui m'intéresse. Oui. Dans votre métier. On vit ou on survit? Quel est le salaire de base minimum dans ce métier? C'est bien beau de faire un grand discours, c'est bien. Est-ce que ça paye bien votre métier? Ou bien vous payez vous-même? Vous payez. Non, alors, je ne vais pas donner mon salaire. Hein, ça, oui, d'accord. Bon, on sera aux États-Unis, je donnerai mon salaire. Ça, c'est pas un problème. Je pense que au Burkina, le salaire reste quand même un peu tabou. Vous voulez dire que donc, vous attaquez les hommes du village? Non. Vous voulez dire qu'il y a le sorcier dans le village? Non, je ne vais pas donner mon salaire, mais en fait, un ingénieur technico-commercial gagne, on va dire, plutôt très bien sa vie. La fourchette, 1 000 euros, 2 000, 3 000 Alors, le SMIC en France est autour de 1 000 euros, 1 100 euros, ça c'est le SMIC en France. Donc, un ingénieur technico-commercial, déjà, quand on fait des études d'ingénieur, en général, les gens commencent après 2 000 euros, 2 200, 2 500 euros. Donc, un ingénieur technico-commercial, plus vous montez en fait dans l'échelon, plus votre salaire augmente. Oh, c'est bien. Et vous gagnez aussi sur les commissions? Alors, moi, l'inconvénient, comme j'allais dire, c'est que je travaille pour une grande entreprise. Ah, il n'y a pas de commission là-bas? Voilà, on n'a pas de commission. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme tout métier. Si on vous demande de faire, peut-être, on va dire, de rapporter un certain montant, on va dire 1 million d'euros. Si vous rapportez 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, au bout d'un certain nombre d'années, vous allez avoir des promotions. Ça, c'est tout à fait normal. D'accord. Donc, peu importe le métier, mais il ne faut surtout pas hésiter à faire plus que ce qu'on vous demande. D'accord. Et c'est là, en fait, où justement, on a un plus à la fin, quoi. Et justement, parlant de promotion, chez nous, après avoir été animateur, plus tard, je peux devenir responsable de la rédaction. Bien évidemment. Et directeur de production et ainsi de suite. Chez vous, vous restez ingénieur non, on évolue un peu. Non, on évolue un peu. Alors, quand j'ai commencé, en fait, j'étais ingénieur technico-commercial. Et aujourd'hui, en fait, j'ai la tête Europe, en fait. Donc, je suis responsable européen pour ce genre de produit. Donc, en fait, c'est une grosse promotion, en fait. Et c'est aussi, comment on va dire, c'est aussi ce qui est bien, en fait, on va dire, dans plusieurs entreprises internationales, c'est qu'en fait, ils n'ont pas peur de donner leur chance aux jeunes. Oui. Et puis bon, vous me voyez, j'ai des tresses, tout ça. Je suis un peu justement, j'en venais, je sais qu'elle allait parler de ça. Chez nous en Afrique, ici, surtout au Burkina, ça là, si tu n'es pas dans le showbiz, mais ça, tu as la télévision. Ça la télé. Franchement, perso, quand je vous ai vu arriver, le gars, il travaille dans la communication, ce gars. C'est un rasta. Ça, chez nous en Afrique, ici, tu ne peux pas être bureaucrate et puis avoir des locks. Ça passe pas. On ne peut pas te prendre trop au sérieux. Voilà. Oui, effectivement. Nous, même quand on vient te confier notre argent, même. En fait, moi-même, quand je te confie mon argent, mon cœur bat. Il va fuir mes produits. Oui. Non, mais c'est vrai, vous. Avec le style, j'ai vu, tu vois un truc qui brille sur les dents. Vous voyez
Toi, tu n'avais pas remarqué tout ça. Toi, tu regardes dans les... Oui, parce que... Lynn, tu regardes jusqu'au dernier détail. C'est mon métier. Oui, bien sûr. C'est mon métier d'être attentif. Bon, ça, on le sait. Donc, le look, tout ça, ça passe en Europe. Oui et non. Alors, pourquoi je dis oui et non? Quand on est sur des entreprises, on va dire très françaises, franco-françaises en fait, c'est un peu plus délicat parce que la France reste quand même une société qui est un peu attachée à des traditions fortes. Un peu comme le Burkina. Hein. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'un point de vue externe qu'on a du mal à voir. Mais en France, on le voit. Mais quand on est sur des sociétés internationales, on se rend compte que, en fait, les gens, ce n'est pas important. Et effectivement, comme je vous disais, à partir du moment où on fait bien son métier, le plus important, ce n'est pas l'enveloppe, mais c'est ce qu'il y a dedans en fait. Mais pourquoi vous vous dressiez? Pourquoi le style là? Surtout que vous êtes un bon Burkinabé. Je sais que dos, attendez. Ah, c'est vrai. Oui, dos. J'ai 2 dos sur le plat, donc je ne vais pas faire attention. Lui aussi, c'est un petit bobo. Ah, oh, vous êtes parenté? C'est mon grand frère. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Je comprends le look des cheveux. Non, je passe à... Ah, ok. Il est loin de moi. Donc, en fait, les cheveux, c'est une question de famille. Les cheveux, la barbe, tout ça, je comprends. D'accord. Ok, c'est une question de famille. Mais est-ce que c'est une obligation pour vous? Pourquoi ce petit... Ne me dites pas que c'est deux qui a finalement déteint sur vous. Hein. Non, c'est pas une obligation en fait. Moi, j'ai un principe assez simple. Je pense qu'il faut pouvoir vivre libre et authentique. Et c'est 2 mots que j'utilise très souvent en fait. Pourquoi j'utilise ces mots? Parce que pour moi, c'est important que toute personne puisse être le reflet d'elle-même. Parce que, bon, sans rentrer en fait dans tout ce qui est spiritualité, mais en fait, notre corps, c'est juste un outil. Donc, parfois, on s'habille en chemise, parfois, on met des t-shirts, mais au final, vous restez la même personne en fait. Et donc, du coup, moi, je ne me limite pas à ça en fait. Donc, quand j'ai envie de me tresser, je me tresse. Quand j'ai envie de me raser, je me rase. En fait, je ne me limite pas à ça. Pour moi, ce qui est important vraiment, c'est est-ce que j'ai un message à faire passer? Est-ce que mon message passe? D'accord. Avec votre ouverture d'esprit, est-ce que vous voyez un jour venir servir votre pays? C'est-à-dire que travailler ici pour une entreprise, pas à votre propre compte, hein, pour une entreprise ici? Pour une entreprise, ça sera difficile. Aujourd'hui, en fait, avec un ami, j'ai créé une entreprise au Burkina. Bon, je ne sais pas si c'est... Non, ça va être... Ok, vous avez créé votre entreprise. Mais vous ne voyez pas vous-même venir travailler pour une entreprise? Pour quelqu'un, c'est difficile. Parce que, encore une fois, pour arriver au stade comme moi, en fait, où on peut être suffisamment libre et authentique, il faut, dans une entreprise, prouver sa valeur. D'accord. Donc, ça veut dire, quand j'ai commencé, par exemple, au sein de ma société, j'avais les cheveux rasés, la barbe rasée de près, je m'habillais tout le temps. Jusqu'au moment où, en fait, les gens disent, en fait, on connaît sa valeur. Et là, du coup, je peux être moi-même. D'accord. Et donc, du coup, pour casser... On comprend clairement qu'en réalité, en tant que subalterne, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. C'est que dans votre entreprise, vous êtes comme un patron, en fait. Exactement. Voilà. Donc, il a tout prouvé. Voilà, c'est ça. Pour dire simplement. C'est exactement, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, si quelqu'un tape aujourd'hui à la porte et veut prendre votre place, vous allez dire, mais non. Alors, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Voilà. Vas-y. Alors, Lynn te demandait clairement quelles sont les qualités requises certainement pour mener à bien ta mission. Tu as, pourquoi pas, abordé un point très essentiel qui est celui de rester à l'écoute du client et tout. Bien sûr. Ben, il n'y a pas seulement, moi je pense qu'il n'y a pas seulement que l'écoute, mais on a envie de savoir aussi quels sont les outils que vous utilisez pour mener à bien votre mission. Parce que vous avez parlé de quelque chose de très gros. Il faut d'abord reconnaître la qualité des produits que vous vendez et tout. Et puis, d'ailleurs, ces produits-là, certainement, sont examinés d'abord par une première équipe. Et vous qui êtes le responsable, maintenant, vous donnez votre OK. Oui, voilà. Donc, quels sont les outils concrètement que vous utilisez pour mener votre opération? Alors, je vais revenir sur l'écoute. Hein. Même au niveau de mes équipes, c'est surtout l'écoute. Parce que... En fait, l'avantage et l'inconvénient que nous avons, c'est que nous sommes une grosse entreprise. Donc, nous avons des partenaires en fait en Amérique latine, enfin sur presque tous les continents, Bon, sauf en Antarctique qui n'est pas industrialisé aujourd'hui. Donc, quand en fait une personne ou une usine fabrique quelque chose, ben, en fait, c'est très important de leur expliquer pourquoi ils le font et qu'est-ce qu'ils doivent donner aux clients. Donc, c'est toujours en fait l'écoute. Et après, c'est ce qu'ils appellent en fait le management transversal. D'accord. Donc, le management direct, c'est en gros, je suis le chef de quelqu'un, je lui dis, tu vas à gauche, tu vas à droite, la personne suit. Mais le management transversal, c'est en gros, quelqu'un qui est à peu près le même niveau que vous, ou même qui est au-dessus de vous, mais vous n'êtes pas dans la même branche, et qui a besoin de faire un projet pour vous. Comment vous faites pour lui dire de faire? Et ça, c'est difficile. Et donc, ça, c'est vraiment beaucoup de l'écoute, du relationnel, discuter avec les gens, écouter les gens.
dire, ben, écoute, tu as ton projet, j'ai mon projet, mais la finalité est la même. On travaille pour la même entreprise. Et donc, essayer de vraiment, voilà. Ouais, il faut tchatcher. Voilà, un peu, ouais. Je n'osais pas dire le mot, mais il faut le dire. Ouais, c'est ça. En fait, la qualité première, c'est d'avoir la tchatch même avant d'écouter. Ben, en fait, c'est comme la drague. Hein. C'est comme la drague, c'est exactement ça. Il faut draguer les clients, il faut draguer ceux avec qui on travaille, c'est toujours la même chose en fait. D'accord. Ouais. Alors, un conseil pour toutes ces personnes qui aimeraient être à l'avenir ingénieur, support technique ou technico-commercial? Un seul conseil, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Moi, je pense que aujourd'hui, on vit dans un très beau pays. Le Burkina, c'est vraiment un très beau pays. Et on n'a plus de limites. On n'en a pas, en fait. Il y a plusieurs années, il y avait plein de limites. Aujourd'hui, il n'y a pas de limites. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Donnez-vous les moyens. Faites-le. Si vous ne savez pas quoi faire, écrivez à ceux qui l'ont fait, qui l'ont déjà fait. Demandez-leur comment vous avez fait. C'est aussi simple que ça. Mais vous, dans votre parcours, j'imagine, quand vous aviez le bac ici, vous n'avez pas forcément en tête que vous allez devenir ingénieur technico-commercial. Alors, oui et non. À la base, moi, je voulais être ingénieur, en fait. Ah, ingénieur. Oui. Okay. Je voulais être ingénieur, mais en fait, je voulais être dans la recherche. Dans la recherche. Et donc, c'est après, au final, que, en fait, on va dire, chaque fois que j'avance, je vois un nouvel échelon et du coup, je m'adapte. Mais dès le départ, je voulais être ingénieur. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à toi, Yannick, d'être passé sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Grâce à toi, maintenant, on sait ce que c'est d'être ingénieur techno-commercial. Oui. Et que c'est très avantageux plutôt de travailler dans une grande structure comme la tienne, au lieu d'être en solo. Et on gagne beaucoup d'argent. Ouais, ça, c'est le plus important. Vous pouvez bien l'imaginer. Voilà. Le salaire d'un ingénieur au Burkina, même, c'est quand même pas petit. À plus forte raison, de travailler pour le compte d'une grande entreprise. C'est important. C'est important. Donc, allez-y, lancez-vous et puis on espère que ce métier-là sera vulgarisé très bientôt au Burkina Faso. Sur ce, prenez soin de vous. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDouze. Le restaurant au McDouze. Et quand c'est bon, à demain. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers